La joie de vous recevoir tous ce matin dans ce cadre de Sainte-Anne, à l'occasion de la présentation du programme d'Ensemble pour la République qui est porté par le président national Alternative 2024 pour un Congo uni, démocratique, prospère, juste et solidaire. Nous disons dans la vision d'Ensemble pour la République, un Congo nouveau est possible. De ce fait, avant de pouvoir continuer, nous allons appeler l'honorable Vano pour la prière d'ouverture. Nous allons passer à l'hymne national. DJ, hymne national. Je vous prie de mettre debout. Aussi de nos soldats, de nos vaillants combattants, honorable Apalata, honorable Badiabale, ainsi que l'honorable chérubin Okende. Merci. Injustement, nous citerons Salomon Eti Kalonda, l'honorable Maïté en clandestinité. Chers tous, nous avons combattu un bon combat, nous avons relevé le défi qui est le fruit d'un grand travail abattu de terrain dans la République. Ce programme est la suite des études de faisabilité menées dans les 26 provinces, l'école pour pouvoir aboutir à des objectifs qui sont le fil conducteur de résultats, comme nous allons mener au travers des actions concrètes sur le terrain pendant la mise en œuvre, et les évaluations interviendront 5 ans après. Parce que nous croyons qu'Ensemble pour la République, avec son président national, en 2000, le programme d'aujourd'hui s'applique dans l'engagement. Je vous prie de remercier et d'acclamer à cette équipe qui a travaillé pour la mise en œuvre de ce programme. Alors, c'est un programme qui est très riche. Je ne saurais vous dévoiler les contenus de ce programme, vu que le maître de la cérémonie est là, le maître qui va nous parler de ce programme. Moïse Katumbi étant un président qui est là, vous présente ses excuses. Mais ce programme vous sera présenté par la personne de l'honorable Christian Mwando, qui ici vous fera, je vais acclamer s'il vous plaît, le présentateur. Il vous sera présenté les grandes lignes du programme. Mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'après cette journée d'aujourd'hui, nous allons organiser des plateaux sectoriels au cours desquels nous allons échanger avec la presse, avec tout le monde. Nous allons tenir compte de tous les aspects pour pouvoir parler du changement dont nous parlons. Ce programme qui est réaliste. Ce programme a tenu compte du bien-être et de l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais. Nous n'avons pas mis de côté les objectifs du développement durable. Nous y avons pensé, nous y avons songé. Merci. Honorable. Bonjour à tous.
je pense que j'ai lu la déception de beaucoup d'entre vous en voyant que le président Moïse Katumbi n'a pas pu venir lui-même. Moi-même, j'ai été dépêché, un peu en catastrophe, parce que le président Moïse est empêché pour des raisons d'État et qui concernent aussi l'avenir et l'intérêt de notre parti politique. Étant entendu que c'est le parti qui a élaboré le programme et que le président Moïse en est le porteur, il a trouvé bon qu'un membre du parti le présente. Le secrétaire général étant empêché, parce que vous savez qu'il y a des concertations, il m'a donc désigné pour que je puisse présenter ce programme à sa place. Donc je demanderai pour cela votre indulgence. Pour le reste, mesdames et messieurs, chers journalistes, chers camarades membres d'ensemble et des partis amis, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, j'ai l'honneur de vous présenter, au nom de notre leader et candidat président de la République, Katumbi Chapwe, candidat numéro 3, et de notre parti politique, Ensemble pour la République, le programme 2024-2028 que notre parti, à travers son candidat président de la République, propose à la nation pour le prochain quinquennat. Ce programme qui s'intitule Alternative 2024 pour un Congo uni, démocratique, prospère et solidaire vous sera présenté selon un plan en 4 points. Premier point, aspiration et vision. Deuxième point, orientation stratégique et action à mener sur 4 piliers. Les 4 piliers qui sont la transformation institutionnelle, la transformation structurelle de l'économie, transformation sociale, transformation durable. Ces orientations stratégiques et actions à mener s'articuleront autour des objectifs, autour de l'objectif principal qui sera décliné en objectifs spécifiques par secteur et nous épinglerons quelques actions principales à mener pour atteindre ces objectifs, indiquant par des cibles et chiffres concrets dans certains domaines. En troisième lieu, nous parlerons du cadrage macroéconomique et financement du programme. Et enfin, il y aura la conclusion. Ici, je demanderai votre indulgence parce qu'il s'agit pour notre parti et pour nous d'un moment important. Comme vous aurez à le constater, ce programme prend 6 objectifs spécifiques, 291 actions, et ce programme est un programme qui a un coût de 141 milliards. Il est important de savoir que les éléments que nous allons dégager ici concernent uniquement les quelques points saillants parce qu'il n'était pas possible de dégager l'ensemble des points et des actions à mener par ce programme. Donc, en ce qui concerne les aspirations et la vision, le candidat Moïse Katumbi Chapwe ambitionne d'assurer une république démocratique du Congo stable, sûre et prospère pour tous. La vision se décline dans les objectifs quantitatifs suivants. Si vous pouvez mettre des objectifs quantitatifs. Voilà. Donc, nous avons le tableau qui décline des objectifs quantitatifs sur lesquels, en fin de parcours, nous devrons être jugés. Nous pensons atteindre à l'horizon 2028 un taux de croissance du PIB de 14%, en partant d'un taux de croissance pour l'année prochaine, déjà 2024, de 10,5%, ce qui ferait un taux moyen d'environ 12% sur le quinquennat. Le taux d'inflation durant la période doit être maintenu, ça c'est un indicateur, à 6%. On sait qu'aujourd'hui, ce taux est autour de 28%. Donc, il faudra des actions énergiques pour le ramener dès l'année prochaine à 6%. Et c'est un indicateur. Lorsque nous dépasserons, nous saurons que nous sommes en dehors des objectifs que nous devons atteindre. Le taux de mortalité infantile
infanto-juvénile. Il doit être maintenu, aujourd'hui il est au-dessus de 60%, il doit être maintenu en dessous de 60 enfants pour 1000 naissances. Ici, je pense que pour le reste, vous comprendrez bien que nous allons en parler dans l'un des piliers, que nous avons un problème aujourd'hui dans notre pays de statistiques qui ne nous permettent pas de fixer exactement où nous en sommes. Mais nous projetons que nous devons, en fin de période, après avoir instauré un système statistique fiable, tomber en dessous de 60%. Le taux de mortalité maternelle, nous sommes aujourd'hui au-dessus de 500 mortalités maternelles pour 10 000 naissances de mamans, et nous devons tomber en dessous de 350 mamans qui meurent en accouchant. Le taux de brut de scolarisation, tient compte de toutes les personnes qui sont scolarisées et que parfois qui ne devraient pas être en état d'être scolarisées au niveau primaire. Donc ce taux est toujours au-dessus de 100%. Donc nous espérons récupérer, donc nous allons passer de 125 à 135% de brut de scolarisation. Le taux de décès en eau potable doit passer de 50, inférieur à 50. Nous espérons passer à 50 à partir de l'année 2024 et passer à 65% en fin de période. Le taux de dessert en assainissement, le niveau de l'assainissement, nous sommes en dessous de 17,5 aujourd'hui. Nous espérons passer au-dessus de 50% en fin de période. Le taux de dessert en électricité, qui est inférieur à 25% aujourd'hui, nous espérons passer à plus de 40% de taux de dessert en fin de période. Le taux de chômage est un élément non maîtrisé à ce jour parce qu'il n'y a aucune statistique qui indique quel est le niveau de taux de chômage. Nous supposons qu'il est supérieur à 80% et qu'il devrait passer en dessous de 70% en fin de période. L'incidence de la pauvreté, les taux de pauvreté, qui est au-dessus de 70% aujourd'hui, devrait pouvoir passer en dessous de 35% en fin de période. Voilà plus ou moins décrit, mais notre pays a des problèmes. Alors, en ce qui concerne l'articulation de cette vision s'articule autour de 4 piliers. Le premier pilier concerne les transformations institutionnelles. Le contenu de ce pilier, son objectif principal, c'est la consolidation de l'État, de la démocratie, de la paix et la lutte contre la corruption. Les principaux défis auxquels nous devons faire face dans ce pilier sont le fait que l'environnement politique, sécuritaire et institutionnel de la RDC se caractérise par une gouvernance chaotique, inexpérimentée et prédatrice. Une situation politique réfractaire à la démocratie, aux institutions fortes et au développement. Une situation sécuritaire fragile et instable, particulièrement à l'est du pays, et qui traduit l'impuissance des FARDC et le faible contrôle du gouvernement sur le territoire national. Une administration publique en rénovation, mais avec un personnel vieillissant, incontrôlé et un système de rémunération inéquitable et opaque. Un État faiblement institutionnalisé, mais fortement personnalisé autour du pouvoir politique. Un système judiciaire instrumentalisé, corrompu, dysfonctionnel et inefficace. Un processus de décentralisation inachevé et chaotique. Une insuffisance de l'appareil statistique dans l'accompagnement du processus de développement et une société gangrénée par une corruption omniprésente et multiforme. L'objectif principal sera donc de rebâtir progressivement un État congolais fort, fiable et stable et restaurer son autorité ainsi que sa crédibilité à l'intérieur comme à l'extérieur du pays.
Sous ce pilier, nous avons 11 objectifs spécifiques. Il est clair que chaque objectif spécifique est accompagné d'un certain nombre d'actions. Je vous avais dit qu'il y avait 291 actions, donc je ne vais pas énumérer toutes les actions pour chaque objectif spécifique, mais je vais en relever quelques-uns. L'essentiel, c'est que vous compreniez que le plus gros et l'essentiel des secteurs de la vie communautaire de notre pays a été touché. L'objectif spécifique numéro 1 concerne les FAPC. Parce que comme vous le savez, la priorité absolue pour Ensemble pour la République et pour le président Moïse Katumbi, c'est rétablir l'intégrité du territoire. Donc, pour cela, nous devons mettre en place une armée républicaine composée d'unités disciplinées, plus rationalisées, plus mobiles, plus professionnelles, mieux équipées et respectueuses des droits de l'homme. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après seront entreprises. 1. La restructuration de l'organisation des forces armées de la RDC pour simplifier la chaîne de commande. L'augmentation de la puissance de feu et de dissuasion des FARDC avec un recrutement massif des jeunes et l'acquisition d'équipements modernes. L'augmentation de la solde et des allocations familiales des militaires. Je pense que vous avez suivi le président d'Ensemble, notre candidat Moïse Katumbi, qui a dit que l'un des principaux problèmes que notre armée connaît, c'est la motivation. Cette armée qui est mal payée ne peut pas être suffisamment motivée pour gagner une guerre. Donc, dans le budget que nous comptons mettre en place, l'armée, l'augmentation des salaires, de la solde des militaires et des frais de ménage doit être sérieusement considérée. L'introduction de la citation directe dans les juridictions militaires pour bannir l'impunité des officiers réputés intouchables. La construction progressive des casernes en dehors des villes. La nomination des commandants des unités à tous les échelons sur base de la compétence, la bravoure et la moralité, et non sur base du favoritisme et du népotisme. L'interdiction d'affectation des commandants d'unités dans leur province d'origine. Vous savez très bien qu'à l'Est, beaucoup de commandants locaux sont devenus pratiquement des chefs coutumiers et refusent d'être mutés dans d'autres provinces. Donc, avec l'avènement de Moïse Katumbi, il ne sera plus question que les commandants soient des chefs coutumiers et qu'ils soient originaires de leur province. Lié à cet objectif central de restauration de la paix et de la sécurité, nous allons prioriser les conflits devenus endémiques de l'Est du pays avec pour principal objectif d'anéantir toutes les forces négatives en vue de rétablir la paix dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. À cet effet, nous allons allouer dans les 5 prochaines années 11,3 milliards de dollars au secteur de la défense, dont 7,1 milliards en dépenses courantes et 4,2 milliards en dépenses d'investissement. Les dépenses courantes représentent une moyenne annuelle de 1,4 milliard de dollars et constituent une augmentation de 56% par rapport à l'actuel budget qui est de 899 millions de dollars. Nous allons assigner les dépenses courantes à la formation de 10 brigades de forces de réaction rapide qui seront déployées dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et en Ituri, ainsi que l'augmentation de la solde des militaires et des fonds de ménage. En termes d'investissement, nous allons construire 3 bases militaires dans les provinces sud visées pour abriter ces brigades qui seront chargées non seulement de protéger les populations, mais aussi de redynamiser les économies locales à travers leur participation dans les agropoles. L'objectif numéro 2 concerne la police. Il s'agira de mettre en place une police nationale républicaine, disciplinée, capable de maintenir l'ordre public dans le respect des droits de l'homme. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après seront entreprises. Le renforcement des capacités de la police nationale congolaise par un recyclage régulier des policiers. La dotation de la PNC d'équipements modernes et adéquats. Le renforcement des effectifs de la police par un recrutement des jeunes dans toutes les provinces du pays.
l'augmentation de la rémunération des policiers et l'interdiction de l'affectation des commandants d'unités dans leur province d'origine. À cet effet, nous allons consacrer au cours de notre mandat une somme de 2,5 milliards à ce secteur, dont 1,75 milliard en dépenses courantes et 750 millions en dépenses d'investissement. Ces dépenses courantes représentent une moyenne annuelle de 350 millions de dollars, soit un accroissement de 19% par rapport au montant assigné actuellement à ce secteur. Ce montant sera affecté à l'augmentation de la rémunération des policiers, des fonds de ménage ainsi que des effectifs de la police nationale congolaise qui passeront de 140 000 à 160 000 personnels policiers. En termes d'investissement, nous allons construire des postes de police dans toute la République pour un montant total de 150 millions de dollars. Ces nouveaux postes de police, dotés mensuellement des frais de fonctionnement, amélioreront les conditions de travail des policiers et leur permettront de lutter efficacement contre la recrudescence de la criminalité. Objectif spécifique 3 pour l'année: protéger le pays contre les menaces de déstabilisation intérieure et extérieure. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après seront entreprises. La remise de l'Agence nationale de renseignement ANER sous la tutelle du gouvernement. Comme vous le savez, aujourd'hui, l'ANER dépend de la présidence de la République, ce qui fait que l'administrateur général de l'ANER ne peut jamais être interpellé, même par le Parlement ou même par la Commission Défense et Sécurité, parce que dépendant de la présidence de la République, ce qui n'est pas normal. La cessation des poursuites politiques et la restriction des actions de l'ANER uniquement aux infractions contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État. On doit sortir des phénomènes où aujourd'hui l'ANER est occupé à arrêter les gens pour des questions de dette ou des querelles de ménage. Donc ils doivent s'occuper uniquement des questions qui touchent à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. La professionnalisation et le renforcement des capacités des agents des services d'intelligence. Aujourd'hui, on sait que dès qu'on a un cousin, il y a un administrateur général, il devient agent de l'ANER, il n'est même pas au courant lui-même de ce qu'il doit faire. Il faut des services secrets, professionnels, qui doivent être véritablement des services secrets. Objectif spécifique 4. Pour les mandataires publics, renforcer la légitimité et la redevabilité des mandataires publics dans le strict respect de sa constitution, de la Constitution et de ses lois, et dans l'unique intérêt des populations. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après seront entreprises. Le bannissement de l'ingérence de la présidence dans les affaires parlementaires et judiciaires. Aujourd'hui, les parlementaires qui sont là savent que de temps en temps, même le président de l'Assemblée nationale nous dit « le président a dit ». Il y a un mot d'ordre venant de la présidence. Ça doit être banni dans la gestion de Moïse Katumbi. L'interdiction aux membres des bureaux des assemblées délibérantes de cumuler les fonctions publiques avec celles des partis politiques. Aujourd'hui, vous avez vu que nous avons des présidents de l'Assemblée, présidents du Sénat, qui sont membres de bureaux d'un groupe politique déterminé, ce qui n'est pas normal. Ils doivent redevenir l'église au milieu du village. Le renforcement des procédures de contrôle parlementaire des gestionnaires publics, en ce compris ceux des services spécialisés de la police nationale et de l'armée. Aujourd'hui, il est clair que, je l'ai dit pour l'ANER, c'est difficile de convoquer les uns et les autres, surtout pour le contrôle parlementaire, parce qu'ils se cachent sous certaines couvertures. La responsabilisation des secrétaires généraux dans la coordination et le contrôle des affaires des ministères. La répression systématique des mandataires poursuivis pour détournement des deniers publics ou corruption. Objectif 5 pour la CENI. Renforcer l'indépendance de la Commission nationale indépendante CENI à l'égard du chef de l'État
dans la désignation du président de son bureau dans le but d'améliorer le système électoral et restaurer la crédibilité du processus électoral. Pour réaliser l'indépendance de la CENI, les actions ci-après seront entreprises. La désignation pour renforcer la légitimité des élus, les actions ci-après seront entreprises. La restauration du scrutin majoritaire à 2 tours pour l'élection présidentielle et son insertion dans les blocs des dispositions verrouillées par l'article 220 de la Constitution. Il faut rappeler ici que lorsque nous faisions ensemble l'opposition avec l'actuel chef de l'État, il était convenu que cette disposition devait être remise dans la Constitution, mais malheureusement, avec le coup du pouvoir, on a trouvé qu'il était bon de laisser le système tel qu'il est. Mais nous devons le mettre dans les systèmes verrouillés, parce qu'il n'est pas normal qu'un grand pays comme le Congo, quelqu'un qui est minoritaire, aujourd'hui, notre pays, un président peut être élu avec 12% de voix. L'essentiel, c'est qu'il soit le premier dans la liste des candidats, ce qui n'est pas normal. Il faut revenir à une situation telle que le président est élu par la majorité absolue. L'introduction du double degré de juridiction pour le contentieux des élections législatives et sénatoriales devant la Cour constitutionnelle. Ça, je crois que les blessés de guerre qui sont ici savent pourquoi on demande la double juridiction. L'allocation annuelle des crédits budgétaires à l'organisation des élections, suivie de la régularité de leur développement par le gouvernement et le contrôle rigoureux de leur utilisation par l'Assemblée nationale à travers la Cour des comptes. Objectif 6, pour la diplomatie. Mettre en place une politique étrangère volontariste, affirmatrice de la souveraineté de la RDC et principalement orientée vers le renforcement des liens économiques, le développement des échanges commerciaux et les partenariats mutuellement avantageux. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après seront entreprises. Le règlement du contentieux né du non-paiement des créances vis-à-vis des États, des institutions internationales, des tiers étrangers et des diplomates et leurs familles dû au non-rapatriement des diplomates. Je pense que dans le gouvernement de Moïse Katumbi, il sera important de rétablir la dignité de notre pays. Vous savez comment nos diplomates sont humiliés parce qu'ils sont abandonnés après avoir été chassés, mutés sans frais de rapatriement et ils deviennent des mendiants à l'étranger. Et ça déshonore notre pays. Les dettes cumulées au niveau des institutions internationales ne permettent même pas qu'on puisse proposer des Congolais à des postes que normalement nos compatriotes auraient dû obtenir. La rationalisation, la professionnalisation de la carrière diplomatique, recrutement, promotion et rotation. Les diplomates doivent être des diplomates de carrière et non pas remplir la diplomatie des cousins et des enfants. La rationalisation des représentations diplomatiques par regroupement stratégique de municipalisation, la redynamisation et le positionnement de la RDC sur des questions stratégiques, notamment la gestion durable de la biodiversité, la transition énergétique juste et équitable. Objectif 7 pour la justice. Doter la RDC d'un système judiciaire indépendant, impartial et accessible. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après seront entreprises. L'augmentation de la rémunération des magistrats. Il est clair que la misère dans laquelle vivent certains magistrats est à la base de la corruption et de la corruption. L'octroi d'une prime d'éloignement aux magistrats affectés dans les territoires éloignés des grands centres urbains. L'attribution à l'inspectorat général des services judiciaires des prérogatives d'instruction en matière disciplinaire pour le compte du Conseil supérieur de la magistrature. Aujourd'hui, vous savez mieux que moi que les magistrats sont des livoires. Il n'y a aucun magistrat pratiquement qui est poursuivi, lors même quand il commet de graves infractions, notamment en matière de jugement. La construction des prisons modernes,
l'augmentation des effectifs de magistrats, la rationalisation de leurs affectations et le renforcement de leurs capacités. La création d'une école nationale pour la formation et le recyclage des magistrats et l'implication du barreau dans la gestion du pouvoir judiciaire. Nous allons profondément réhabiliter le pouvoir judiciaire afin d'affirmer son indépendance et son impartialité et lui permettre par conséquent de jouer pleinement son rôle de gardien de la paix sociale et de rempart contre l'arbitraire. C'est pourquoi un budget de 1,4 milliard en dépenses courantes et 400 millions en capital pour non seulement augmenter substantiellement la rémunération des magistrats et les frais de fonctionnement des juridictions, mais aussi et surtout pour construire des palais de justice décents à travers la République. Objectif 8. Pour la lutte contre la corruption. L'objectif est de lutter efficacement avec le concours significatif de la société civile contre la corruption sous toutes ses formes. Nous sommes tous conscients qu'aujourd'hui la corruption gangrène notre société et à la base du coulage des recettes. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après seront entreprises. La création d'une commission d'éthique et de transparence chargée du contrôle et du suivi des patrimoines des agents et mandataires de l'État, y compris les magistrats et les agents des services spécialisés, dont l'armée et la police. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas une commission d'éthique. Ceux qui sont visés, c'est essentiellement les politiques, probablement avec raison. Mais dans les autres services, la DGI, l'OFIDA, même les services de sécurité, quelle est la personne ou l'institution qui est en train de suivre l'évolution de leur patrimoine? Des gens deviennent millionnaires dans ces services du jour au lendemain parce qu'ils ne déclarent rien à l'entrée, rien à la sortie. Donc il est important que leur patrimoine soit suivi. L'organisation dans les 100 jours, donc 100 jours après la prise du pouvoir, des audits externes dans les services percepteurs des recettes de l'État, ainsi que les services de l'État, y compris les services spécialisés. La récupération par toutes les voies légales des biens et deniers publics spoliés ou détournés. La dotation de la Cour des comptes et l'inspection générale des finances des moyens d'action suffisants à l'apport du soutien politique pour l'accomplissement de leurs missions respectives. Le renforcement des capacités de l'Observatoire congolais d'éthique professionnelle. Objectif numéro 9, pour la fonction publique. Moderniser la fonction publique, maîtriser les effectifs de la fonction publique, améliorer la gestion du personnel, accélérer la réforme du système de primes pour l'asseoir sur la performance, réformer les structures et les services de la fonction publique. On ne va pas s'étendre parce que c'est une matière très vaste et on risque de passer la nuit. Donc, on vous donne les axes principaux sur lesquels nous allons agir. Objectif 10, participation citoyenne et décentralisation. Permettre aux populations congolaises de participer réellement et activement à la vie publique, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines qui les concernent directement et pour promouvoir la démocratie à la base. Renforcer les capacités du personnel politique et administratif des entités territoriales décentralisées. Doter les ETD des ressources substantielles pour leur fonctionnement et leur développement. Objectif 11 et enfin pour ce qui est amélioration et revitalisation du système statistique national pour la collecte, le traitement, la diffusion et l'utilisation des données de qualité en appui à la formulation, la mise en œuvre et le suivi d'évaluation des programmes et projets de développement. Cet aspect qui est généralement un aspect négligé, moi en tant qu'ancien ministre du plan, j'y tiens particulièrement. Aujourd'hui, notre pays, nous ne savons même pas depuis 40 ans exactement combien nous sommes à travers la République. On ne connaît pas. Il n'y a pas eu de recensement. Nous évoluons depuis 40 ans par estimation.
Nous ne savons pas quelle est notre production, notamment dans le secteur agricole. Nous ne savons pas quel est le taux de mortalité. Nous ne savons pas quel est le taux de naissance. Donc nous évoluons d'estimation en estimation et il est impossible de faire une vraie politique de développement sans les statistiques. Donc c'est pour ça que dans le programme, le statistique révèle une importance. Le pilier numéro 2 concerne la transformation structurelle de l'économie. L'objectif principal, c'est d'assurer une croissance économique robuste, inclusive et résiliente en s'appuyant sur les activités à forte croissance tenant compte des aspects de durabilité. 9 objectifs spécifiques seront poursuivis pour atteindre l'objectif principal de ce pilier. Objectif spécifique numéro 1, dans le secteur agricole. Améliorer la production, la productivité et la compétitivité des produits agro-pastoraux afin d'assurer la sécurité alimentaire, augmenter le revenu des producteurs et du gouvernement et améliorer la balance commerciale agricole en réduisant les importations et en augmentant les exportations. Pour atteindre ces objectifs, les actions ci-après seront entreprises. La création des zones agricoles protégées, le développement de la filière semences et le projet d'appui aux engrais, la mécanisation agricole, la mise en place d'une unité de transport des producteurs, la construction et la réhabilitation des routes de desserte agricole, l'appui aux femmes dans le développement agricole et la diffusion des meilleures pratiques agroécologiques, l'appui à la création des micro-fermes pour les jeunes agro-entrepreneurs, l'acquisition et la diffusion de matériel végétal, boutures saines de manioc, pousses de bananier, plantes de cacao, etc. et d'équipements agricoles. Le développement d'une agriculture contractuelle associant les entreprises commerciales à l'agriculture paysanne avec une application progressive d'investissement privé dans une approche chaîne de valeur. Pour ce faire, au cours de la période ouverte par le programme, nous allons consacrer 7,1 milliards au secteur de l'agriculture, soit 5% du coût global du programme et du développement rural, USD 4,95 milliards en dépenses courantes et USD 2,1 milliards en investissement. Ces dépenses courantes représentant une moyenne annuelle de 990 millions de dollars seront l'équivalent de 17 fois le montant consacré actuellement à l'agriculture, soit 57 millions de dollars pour le monde. En termes d'investissement, nous allons développer et rendre opérationnels 52 agropoles à raison de 2 par province pour un total de 858 millions de dollars. Ces pôles modernes de développement agro-industriel faciliteront la mise en réseau de l'ensemble des acteurs des chaînes de valeur agricole avec un accent particulier sur les petits producteurs dans les filières spécifiques à chaque territoire. Afin de rendre effectifs ces pôles et d'assurer leur approvisionnement en intrants, un fonds de 1,3 milliard sur 5 ans sera dédié au financement des petits producteurs individuels, petites et moyennes entreprises avec un accent particulier sur celles détenues par les jeunes et les femmes en conformité avec nos engagements sur le pilier 3. Ce fonds seront gérés par une banque d'investissement agro-industriel qui sera créée à cet effet. En outre, 145 institutions, une institution par territoire d'enseignement et de formation technique et professionnelle de qualité seront construites et opérées en symbiose avec ces pôles dans les filières agricoles spécifiques à chaque territoire. Objectif spécifique 2 pour l'industrie. Créer un tissu industriel compétitif et dynamique afin de permettre au pays de mieux se positionner sur la chaîne de valeur qui est une source majeure de richesse et de création d'emplois de possible. Pour atteindre cet objectif, un plan de prospérité et l'émergence de la RDC sera développé. Les actions ci-après seront entreprises. La mise en place d'importantes interventions financières et appui au partenariat public.
le développement des zones industrielles spéciales, des zones franches et points francs dans tous les territoires. La mise en place d'un programme d'amélioration de la compétitivité de l'offre exportable. L'appui à la mise en place d'une et de plusieurs banques d'investissement. Le développement d'un cadre de consolidation publique-privée. La maîtrise de la fourniture en énergie électrique. Vous savez, comme moi, qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement industriel sans avoir maîtrisé la question de l'énergie électrique, parce que l'énergie électrique, la fourniture en électricité, est un frein majeur pour la création des industries. Objectif spécifique 3, pour le tourisme et la culture. Créer un environnement favorable au développement de l'industrie touristique et culturelle afin de porter sa contribution au PIB à 8% dans les 5 prochaines années. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après seront entreprises. La sécurisation des sites touristiques, la diversification et l'élargissement de l'offre touristique, la remise en place des infrastructures d'appui aux activités touristiques, la construction des infrastructures d'offres touristiques et de loisirs, la viabilisation des sites touristiques existants et la mise en place d'une politique sectorielle favorisant le tourisme. Objectif spécifique 4 pour le numérique. Digitalisation des tissus économiques dans toutes ses composantes institutionnelles, légales, infrastructures. Objectif spécifique 5 pour l'immobilier. La promotion et la gestion d'une urbanisation durable à travers tout le pays. De manière pratique, la stratégie de développement de la promotion immobilière entend offrir des réponses en faveur du développement du secteur immobilier dans le but d'en faire une source de création de richesses, d'emploi et d'amélioration du bien-être de la population par l'amélioration du cadre de vie et des recettes pour l'État. Il est clair que surtout pour ceux qui vivent à Kinshasa, on voit tous les jours des immeubles poussés, mais sans qu'on sache exactement en quoi ça profite à la République démocratique du Congo. Donc il faut toute une politique pour l'immobilier de manière à ce que l'État s'y retrouve et que les emplois soient créés. Pour atteindre cet objectif, nous avons une action majeure, c'est la mise en place d'un programme de gouvernance de la promotion immobilière afin de renforcer le cadre institutionnel, juridique et organisationnel du secteur immobilier. Objectif spécifique 6 pour les infrastructures. L'objectif est de développer, réhabiliter les infrastructures de soutien à la croissance, notamment celles relatives au transport et à l'énergie électrique. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après seront entreprises. Dans le sous-secteur routier, la réhabilitation et l'entretien des routes existantes, le développement de nouveaux axes routiers, la mise en place d'un plan d'investissement routier. Dans le sous-secteur ferroviaire, la réhabilitation des réseaux ferroviaires incluant les voies ferrées et le matériel roulant et la relance du trafic ferroviaire urbain à travers le pays et dans les grandes villes. Dans le sous-secteur aérien, la réhabilitation et la construction de manière prioritaire de 26 aéroports et aérodromes devant être desservis dans le cadre d'exploitation des compagnies aériennes nationales. Donc, à raison d'un aéroport, un aérodrome par province. La réhabilitation de Congo Airways et la remise sur les rails de la bonne gestion et de la transparence par le développement de cette entreprise sur la base d'un modèle PPP. Il n'est pas normal qu'un aussi grand pays comme le nôtre, la seule compagnie nationale qui nous restait n'existe plus. Il est prioritaire pour nous et pour notre programme qu'il y ait une compagnie nationale fiable. Donc la réhabilitation est une priorité. Dans le sous-secteur maritime, l'aménagement des voies navigables et la réhabilitation des quais fluviaux, la réalisation des investissements portuaires majeurs, le désensablement des ports fluviaux et la création d'un fonds d'entretien des voies navigables. Dans le sous-secteur électricité, la réhabilitation des infrastructures de production, de transport et de distribution de l'énergie. Dans le sous-secteur de l'eau,
la création de nouveaux centres de production d'eau potable dans tous les chefs-lieux de province et autres villes secondaires, et la réhabilitation des centres de production et des réseaux de distribution existants dans tous les chefs-lieux de province et autres villes secondaires. La multiplication des points d'accès de l'eau potable en milieu rural. Concrètement et à titre illustratif, pour les 5 prochaines années, nous réaliserons des actions ci-après. Le bitumage de 5000 km de route nationale, ce qui s'ajoutera aux 4781 km de route en bon état, sur un total de 19 882 km de route nationale. La construction et la réhabilitation de 15 000 km de routes de dessert agricole sur un total de 34 447 km. La réhabilitation du chemin de fer Kindu, Lubumbashi, Sakani, Kalemi, Kabal, Kamina, Mwenedi, Kinshasa, Matadi et Ubundu, Kisangani. La réhabilitation du chemin de fer Kolwezi, Benguela. La réhabilitation et la construction des mini-barrages, panneaux solaires, pour fournir l'électricité aux agropoles. La réhabilitation et la construction des réseaux électriques dans les grandes villes du pays. La réhabilitation et la construction des stations de distribution d'eau dans les grandes villes du pays et construction des forages d'eau dans les milieux ruraux. Objectif spécifique 7 pour le système financier. Promouvoir le développement du système financier en vue de soutenir le développement harmonieux du pays. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après seront en cours. La consolidation des fonds propres des banques, la restauration de la liquidité, de la solvabilité et de la rentabilité des banques en activité, la création d'une ou de plusieurs banques d'investissement pour financer le développement du pays, le développement d'un marché financier au pays en vue d'augmenter et de diversifier les sources de financement pour les entreprises, la création d'un environnement favorable à l'émergence de la microfinance et des coopératives d'épargne. Objectif 8, attirer les investissements par l'amélioration du climat des affaires. Les détails sont nombreux et très importants. Je crois qu'on en parle souvent. Je vais passer. Objectif 9, pour le secteur minier. L'objectif spécifique de ce pilier est l'augmentation de la contribution au PIB des biens et services liés à l'exploitation minière. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après doivent être réalisées. Création d'une filière industrielle à la pointe de l'innovation et du développement en fournissant, après des études de prospection dans toutes les provinces, une carte géologique nationale contenant des informations géologiques, géophysiques et géochimiques de base. Élaboration d'une stratégie de diversification minérale et des hydrocarbures dans le but d'augmenter la production des produits autres que le cuivre, le cobalt, le pétrole, le diamant, le coltan, entre autres. Le lancement de la production du lithium d'ici 2026. L'accroissement de la productivité et de la compétitivité durable de l'industrie minière et des hydrocarbures en atteignant l'investissement important dans la recherche et le développement de 0,2% de PIB sectoriel d'ici 2025. Il est important de souligner que dans le secteur minier, il n'est pas normal que des richesses comme le lithium dorment pendant de multiples années parce que les responsables politiques sont en train de se disputer des commissions entre eux. Il faut que cela s'arrête, c'est pour ça que nous fixons un deadline pour que la production de lithium se fasse d'ici 2026. Pilier 3, transformation sociale. Le contenu, c'est la valorisation du capital humain et la promotion de la prospérité partagée. Les principaux défis. Notre candidat président de la République mise sur une série de transformations sociales qui visent l'égalité sociale réelle entre les citoyens de ce pays. Il s'agit entre autres d'assurer l'égalité non seulement des droits au travail, à l'éducation et à la formation, à la santé, au logement et au minimum vital, mais aussi dans la distribution des richesses et ressources du pays, noyau de la justice sociale. Cette égalité
c'est aussi et surtout l'égalité des opportunités pour que tout un chacun puisse réaliser son potentiel. L'objectif principal est d'assurer la fourniture et l'accès aux services sociaux de base à toutes les couches de la population congolaise, avec au principe de base de ne laisser personne au monde pour une population heureuse, épanouie et productive. Nous avons 8 objectifs spécifiques qui seront poursuivis pour atteindre l'objectif principal. Objectif spécifique 1 dans ce pilier concerne l'éducation. Le système d'éducation doit être repensé pour lui permettre de préparer les apprenants à acquérir des compétences pour le marché du travail et la vie en accroissant l'accès, l'équité à tous les niveaux de l'éducation avec un accent particulier pour l'enseignement technique, professionnel et l'entrepreneuriat. Ici, il faut souligner que la réforme de l'éducation pour l'accès sur l'enseignement technique qui permet aux gens d'accéder directement au marché du travail sans aller à l'université. On en parle tout le temps, mais on ne le fait pas. Il faut qu'on le fasse. Dans ce pays, il est difficile aujourd'hui de trouver un soudeur ou un plombier convenable. Il est important que cet enseignement technique soit mis en place. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après seront l'amélioration de la qualité et de la pertinence de l'enseignement et le renforcement de la gouvernance du secteur. Le renforcement des capacités d'accueil du système par une augmentation soutenue des investissements publics et par la participation communautaire, construction et réhabilitation des écoles, équipements en banques et laboratoires. Il est clair que pour ceux qui sont candidats et qui circulent à travers le pays, aujourd'hui, on nous parle de la gravité de l'enseignement, mais il n'existe pas pratiquement des infrastructures scolaires. Les enfants étudient à même les sols, les enfants n'ont pas de tableau et on fournit n'importe quelle qualité de l'enseignement. Donc, aujourd'hui, est-ce que nous visons la quantité ou bien nous voulons un enseignement de qualité? Je pense que cet aspect d'investissement dans les infrastructures scolaires est un aspect important. C'est pour ça que notre programme nous enverra environ 8% de cet aspect. La revalorisation de la fonction publique enseignante par une meilleure formation initiale et continue et une amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Ceux qui, comme moi, sont élus de l'intérieur, connaissent aujourd'hui la qualité de nos enseignants. On ne sait même pas s'ils font des tests pour être enseignants, mais en tout cas, ils enseignent seulement ce qu'ils ont dans la tête et parfois, ce n'est pas ça qu'il faut pour les enfants. La révision des plans de débat scolaires pour y inclure les compétences à la vie, y compris l'éducation civile et une orientation vers les sciences, technologies et mathématiques. Objectif spécifique 2 pour la recherche. Renforcer les capacités institutionnelles du secteur de la recherche pour le développement, y compris dans les secteurs d'innovation de la 4e révolution industrielle. Dans notre pays aujourd'hui, la recherche a été considérée comme le grand pôle. Les chercheurs ne sont pas en parallèle. Pour nous, nous devons relever ces défis parce que si nous voyons certains pays voisins, ce n'est pas l'innovation que ces pays ont pu avancer. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après seront entreprises. L'augmentation des fonds alloués à la recherche, 1% du budget national, puis du PIB, progressivement donc vers 1% du PIB. Le ciblage du rapport de 1 chercheur pour 10 administratifs et de 1 chercheur pour 2 techniciens de recherche. L'augmentation du nombre de pôles de recherche pour le développement. Objectif spécifique 3. Pour la couverture de la protection sociale. Garantir à toutes les couches de la population une couverture de protection sociale efficace d'ici 2040. Vous verrez que l'horizon 2040 est un peu éloigné parce que la protection sociale n'existe toujours pas, donc
nous devons commencer à la construire avec une protection totale efficace d'ici 2030 afin de réduire la vulnérabilité des populations face aux risques économiques et sociaux d'une part et de renforcer la résilience des communautés d'autre part. Pour atteindre cet objectif, des actions ci-après seront entreprises. L'amélioration des conditions de vie de personnes de troisième âge, notamment grâce à la mise en place d'un programme de pension sociale efficace. La prise en charge holistique des sinistres. Le développement d'un mécanisme national permanent de ciblage de personnes vulnérables. L'amélioration de l'accès aux services sociaux et infrastructures de base de personnes. Et la mise en place des mécanismes d'alerte précoce, de prévention et de gestion de la réponse aux catastrophes naturelles et aux épidémies. Objectif spécifique 4 pour la santé. Accroître l'accessibilité des barrières médicales. Objectif 5. Accroître le taux d'accès à cet objectif des actions ci-après sont la restructuration du secteur et le partenariat avec le secteur public. La réhabilitation d'infrastructures de production.